Raphaël Jacob, Catherine Loubier et Michel Auger sont là pour notre panel américain. Alors, Donald Trump est actuellement dans son avion sur le chemin du retour de son voyage dans les pays du Golfe. Je précise parce qu'on en a beaucoup parlé cette semaine, mais c'est son vieil avion, le vieux Air Force One. Il n'a pas pris l'avion du Qatar pour revenir au pays. On verra si un jour il voyage dans ce nouvel avion. Mais avant de parler de ce voyage, nouvelle de dernière heure. Selon NBC, l'administration Trump serait en train de travailler sur un plan pour déplacer 1 million de Gazaouis en Libye, donc des gens de la bande de Gaza déplacés vers la Libye. Il y aurait des discussions entre les autorités américaines et libyennes. Catherine Loubier, est-ce que ça vous démontre que le président est sérieux dans sa volonté de déplacer les Gazaouis? Oui, oui, c'est une surprise, hein, puis je pense que les pays autour de la Libye, les alliés des États-Unis, l'Europe va réagir à ça, bien évidemment, parce que d'abord, de déplacer des populations comme ça va déclencher une controverse, c'est certain, là, après avoir dit que M. Trump voulait faire une Riviera de Gaza. Hein. Il semble complètement insensible, en fait, en disant il semble être en attente du fait qu'Israël va absolument tout détruire dans le pays pour pouvoir rentrer avec son argent puis refaire un pays à son image. Mais écoutez, si on regarde aujourd'hui, je termine avec ça, l'avis de voyage pour la Libye, là, entre le Canada et la Libye, ça dit ne voyagez pas, risque d'attentats terroristes, risque d'attentats soudains entre des gangs rivaux, criminalité, danger pour les femmes, beau cadeau. Oui, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent aller en Libye à ce moment-ci. Raphaël, est-ce que c'est sérieux? Parce qu'on se disait, l'histoire de la Riviera Gaza, de la Côte d'Azur dans la bande de Gaza, il réfléchissait à voix haute ou il envoyait ça dans la sphère publique. Mais là, est-ce que ça devient un peu plus important, un peu plus sérieux à votre avis avec cette information? Ça devient plus sérieux. Il faudra évidemment faire preuve de prudence avant de rendre un jugement définitif dans la mesure où présentement, ça semble être au stade d'ébauche, de plan. Ça ne veut pas dire que c'est pas sérieux en soi, ça veut dire que c'est quand même pas fait. Si jamais ça finit par se faire, je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Relocaliser contre son gré une population sur la base de son ethnicité, c'est littéralement la définition de nettoyage ethnique. Et dans un contexte où M. Trump a effectué son premier grand voyage diplomatique en énorme partie pour solidifier, resolidifier les liens avec le monde arabe, c'est assez difficile en ce qui me concerne de trouver quelque chose qui serait plus contre-productif à cet effet-là. Dernier petit point qui touche la Libye directement. C'est un pays d'à peu près 7 millions de personnes. Imaginez l'impact dans un pays qui va déjà complètement tout croche depuis 15 ans, d'aller balancer 1 million de personnes contre leur gré dans ce contexte-là. Et gardez toujours en tête l'ironie absolument spectaculaire si jamais on va de l'avant. Dans un contexte où M. Trump a commencé son grand voyage avec une grande allocution en Arabie saoudite dans laquelle il pourfendait les interventionnistes des dernières générations aux États-Unis en matière de politique étrangère, particulièrement dans cette région-là du monde, en disant, et là je le cite presque mot pour mot, les soi-disant bâtisseurs de nations ont davantage contribué à détruire qu'à construire. Et le pire cas, un des pires cas, c'est la Libye, après l'intervention occidentale au tournant des années 2010. Donc, de mettre tout ça dans ce cocktail-là, il y a un aspect qui est carrément surréaliste. Oui, puis dans la faisabilité, Michel, c'est une chose de déporter des criminels vers des prisons du Salvador, quelques centaines de criminels ou des milliers. Mais là, de déplacer 1 million de personnes, c'est bien beau soulever l'idée, mais est-ce que c'est faisable? C'est probablement pas faisable, mais on voit quand même un trait de la personnalité de M. Trump là-dedans. Quand les choses ne marchent pas à son goût, il déporte les immigrants illégaux, les gens qui sont à Gaza. Plutôt que d'essayer de régler un problème, on essaie de l'effacer. Alors, malheureusement, je dois dire au président Trump que c'est pas comme ça que les problèmes se règlent. Et puis, il y a comme une façon de dire, on va faire ça rapidement, on va couper ça au couteau, puis ça va être réglé, puis on n'en entendra plus parler. D'habitude, ça, c'est une façon de se créer des problèmes, pas d'en régler. Puis, donc, on verra la suite de ces négociations, si en effet elles sont fondées ou pas, mais il reste une question fondamentale. Qu'est-ce qu'on fait avec Gaza après la guerre? Qu'est-ce qu'on reconstruit à Gaza et comment on traite les Gazaouis? Il y aura cette question-là à laquelle il faudra s'adresser à un moment donné aussi. Catherine, parlez-nous de ce voyage de M. Trump dans les pays du Golfe, donc Qatar, Arabie saoudite, Émirats arabes unis. Est-ce que c'est un commis-voyageur qui est allé dans ces pays-là ou c'est le président des États-Unis? On a l'impression qu'il voulait il voulait avoir des contrats. Oui, bien exactement. Parce que je pense qu'il faut regarder avec deux filtres. D'abord, au niveau des contrats d'affaires qu'il a passés, hein,
il s'est fait recevoir à la Trump, hein, avec des réceptions somptueuses, des avions, les cybertrucks, toute la culture du pays, le marbre, etc. Il est très à l'aise là-dedans. Au niveau des contrats d'affaires, il faut lui donner ce qui revient à Donald Trump. Il a passé des contrats importants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques. Est-ce que c'est 2 trilliards ou 1 trilliard de valeur? Est-ce que ça avait été déjà annoncé par les compagnies privées dans certains cas? Mais quand même, il a passé, par exemple, un contrat Qatar Airways avec Boeing pour 210 appareils, c'est énorme, et des investissements du Qatari, de l'Arabie saoudite et des Émirats en Amérique en partenariat. Donc, mais au niveau de la stabilité de la région, de résultats directs sur la fameuse fin des guerres et de la paix, on n'a pas vu de développement majeur. Il a tendu une branche d'olivier à la Syrie, rencontré le président de la Syrie pour la première fois. Hein, on n'avait pas vu ça en 25 ans. Mais tout ça est très fragile. Tant mieux si ça peut normaliser les relations. Mais c'est pas quelque chose qui est impressionnant sur le côté des affaires étrangères et c'est son talon d'Achille véritablement. Je m'arrête là pour une entrée sur le sujet. Mais on comprend bien, Michel, est-ce que la diplomatie souffre des voyages de M. Trump? C'est-à-dire, ou en même temps, est-ce qu'il ne se fait pas des alliés dans ces pays-là pour assurer la stabilité en termes diplomatiques, en termes de politique étrangère? Qu'est-ce que ça a donné? Il fait des deals, il fait des affaires, il ne fait pas de la diplomatie quand il fait ça. Et le problème en politique américaine de ce voyage-là, c'est que même s'il avait fait des deals absolument remarquables, tout ça est entaché par l'affaire du Air Force One qui lui serait donné, auquel il tient beaucoup d'ailleurs. Alors les gens vont pas retenir de ce voyage-là qu'il a signé des ententes avec des pays du Golfe. Ils vont retenir qu'il y a une controverse autour de l'avion. Et ça, il s'est lui-même tiré dans le pied. C'est lui qui tient à mordicus à cet avion-là, d'après ce qu'on comprend. Et alors que tout le monde, même dans le Parti républicain, commence à dire ça n'a pas d'allure, cette chose-là. Voilà. Est-ce que ça n'entache pas son voyage, Raphaël, cette histoire d'avion, le fait que le Qatar veuille donner au gouvernement américain, pas directement à Donald Trump, mais au gouvernement américain, cet avion de 400 millions de dollars? Non seulement ça entache le voyage, Sébastien, je vous soumettrais que sous n'importe quelle autre présidence américaine, entre guillemets, plus normale, ça consommerait la présidence tellement sur le fond, c'est scandaleux et politiquement, objectivement, c'est complètement indéfendable. Une fois que ça s'est dit, dans le contexte très, très particulier de la présidence Trump, oui, ça vient faire beaucoup d'ombrage, comme Michel le mentionnait. Une fois que ça s'est dit, d'un point de vue diplomatique, parce qu'en ce qui me concerne, il y a de la diplomatie. C'est une diplomatie qui est différente très clairement et c'est un message qui va certainement trouver des récepteurs très heureux dans cette région-là du monde. Pensez au régime que M. Trump a visité aux Émirats, au Qatar, en Arabie saoudite et bien au-delà de ces frontières-là qui sont franchement tannés d'entendre les Américains, les présidents américains, les administrations américaines, les experts de politique étrangère aux États-Unis depuis des décennies, leur faire la morale, leur dire comment ils doivent gérer leur société, qu'ils devraient avoir une société qui ressemble davantage à celle qu'on a en Occident. Donc, c'est pas, je vous dirais, seulement avec la lorgnette des ententes commerciales qu'on devrait voir ça. Il est allé beaucoup plus loin que ça pour marquer une rupture avec l'orthodoxie de politique étrangère. Je ne vous dis pas que c'est seulement bon, parce qu'évidemment, de l'autre côté de la lunette, on va pouvoir lui reprocher d'évacuer de grands principes occidentaux comme la défense des droits humains, des droits individuels, des droits de la personne, de la démocratie, etc. Oui, parce que ces pays-là ne sont pas blancs comme neige. Là. Le Qatar est accusé de financer le Hamas. L'Arabie saoudite, les droits humains, on repassera. Catherine, là-dessus? Bien, non, j'allais juste dire pour compléter ce qu'a dit mon collègue, je suis d'accord avec lui, il y a de la diplomatie dans ça. Et ça me fait penser à un premier ministre qui épousait cette idée-là, qui est Stephen Harper, qui disait, écoutez, quand on fait des partenariats économiques de grande envergure comme ça, là, quand il y a des investissements de plusieurs centaines de milliards de dollars qui se font entre les compagnies, les secteurs stratégiques de pays au Moyen-Orient avec les États-Unis, ça a un impact après. Il y a un changement quand on appelle pour dire « je suis pas d'accord avec ta politique » ou quand on veut négocier une position avec des pays stratégiques au Moyen-Orient. Et sans le dire, ça a aussi un certain impact, on l'espère, on verra à l'usure, là, sur les droits humains et ces conversations-là franches qui peuvent avoir lieu à un moment donné. Mais c'est ça l'argument, Michel. Puis ça a été ça avec la Chine aussi. Qu'est-ce qu'on doit faire passer avant? Les affaires ou les droits humains, la démocratie? Michel? Il faut faire les deux.
Il faut faire les deux, mais il ne faut pas qu'on dise, parce qu'on fait des affaires, on ne parlera pas des droits humains, on ne parlera pas de démocratie, on ne parlera pas de l'affaire Khashoggi. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas la bonne façon de procéder. Il y a des choses qui se sont passées. On a dépecé un journaliste. Et les choses comme ça ne peuvent pas être passées sous silence par le président américain, à moins qu'à partir de maintenant, la politique étrangère des États-Unis ne soit plus de parler de droits de la personne. Et sous M. Trump, disons que c'est pas une priorité. Parlant de droit, parlez-moi, Raphaël, du dossier du droit du sol. Donc, le principe selon lequel, ça c'est de la politique interne aux États-Unis, là, on sort de l'international, on revient en politique interne aux États-Unis. Le principe selon lequel quelqu'un qui naît aux États-Unis devient citoyen américain. M. Trump veut remettre en question ce droit du sol. Et là, la Cour suprême se penche sur le dossier. Ça en est où? On en est rendu au stade où la Cour suprême devrait statuer dans les prochaines semaines là-dessus. On sait que Donald Trump a essayé de faire passer ça par décret, même si c'était une loi qui avait passé le Congrès, très probablement, ça aurait été renversé par la Cour suprême. Là, imaginez, il l'a fait par décret. Donc, presque assurément, ça va être renversé par le plus haut tribunal du pays. Ça, c'est vraiment la cause spécifique. Il y a une question sous-jacente qui est plus large et, en ce qui me concerne, qui est encore plus intéressante, qui est celle des injonctions. C'est-à-dire que dans le cadre de cette cause-là, la Cour devrait également statuer à savoir, est-ce que des tribunaux, et encore une fois, pas seulement liés à cette cause-là, ont le pouvoir, à droite et à gauche, que ce soit au Vermont, en Floride, en Arkansas, d'émettre des injonctions qui ont une portée nationale ou est-ce qu'ils n'ont pas le droit? Et ça a des impacts dans l'immédiat. Ça peut en avoir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans une foule de domaines qui vont toucher les futurs présidents, les futurs congrès. C'est absolument fondamental. Et d'un point de vue idéologique, ce qui est franchement renversant, ça a été d'entendre, parce qu'à la Cour suprême, on sait qu'on peut entendre les audiences, même si on ne les voit pas, elles ne sont pas diffusées à la télévision. C'était d'entendre les juges dits les plus à gauche s'insurger contre l'idée de révoquer ce pouvoir-là aux tribunaux inférieurs et de voir les juges dépeints comme étant les juges de droite, entre guillemets, défendre le principe. Autrement dit, très souvent, dans l'histoire récente américaine, c'était les présidents démocrates qui voulaient réglementer davantage, faire passer davantage de lois et qui auraient été opposés à ce que l'administration Trump tente d'obtenir comme pouvoir. Et là, c'est un renversement absolument incroyable. Et juste pour préciser, le droit du sol, M. Trump veut le révoquer pour pouvoir déporter, Raphaël, des gens qui seraient des criminels ou devraient être déportés du pays. En principe, et je vous soumettrai rapidement que ça irait beaucoup plus loin que ça, parce qu'à partir du moment où, dans un monde théorique, encore une fois, je ne pense pas que ça va se produire, là, mais à partir du moment où on révoquerait ce droit-là, c'est tout l'incitatif pour des gens de, pardonnez-moi l'expression, sauter illégalement la clôture, venir aux États-Unis, espérer notamment accoucher pour pouvoir, après coup, avoir des enfants citoyens américains. Là. Bon, Catherine, M. Trump apprécie pas beaucoup la tangente que prend la Cour suprême. Il l'a d'ailleurs publié sur les réseaux sociaux en accusant la Cour suprême essentiellement d'avoir des juges qui penchent plutôt du côté gauche. Donc, voici ce qu'il a écrit. Je vais mettre mes lunettes pour bien pouvoir le lire. La Cour suprême est manipulée par les bons à rien de la gauche radicale qui n'ont aucun soutien. Le public les déteste et leur seul espoir est l'intimidation de la Cour elle-même. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver à notre pays. Moi, j'avais l'impression que la Cour suprême, elle penchait plus à droite qu'à gauche. Vous pensez quoi de ce commentaire de M. Trump? Oui, mais il sait qu'il est pris dans un étau. Il peut pas changer la Constitution. Hein? En fait, il a même été là dans Truth Social dans une rhétorique où il disait, écoutez, quand ils ont écrit cette clause-là, 14 de la Constitution, c'était parce qu'ils voulaient garder les bébés des esclaves. Et aujourd'hui, ça ne devrait pas s'appliquer aux enfants des immigrants ou, comme le disait mon collègue, les femmes qui viennent ici accoucher. Il est pris là-dedans. Puis moi, ce que ça me dit, ce que ça me fait penser aussi, c'est que cette lutte-là, qui a des effets quand même, hein, même s'il va perdre et que ce sera jugé inconstitutionnel, c'est ce qu'on anticipe, ça a des effets sur le système de justice, la manière dont on peut se défendre. C'est quand même le président des États-Unis. Et si on remplaçait ce que vous venez de lire dans une situation où il serait en train de se défendre, d'avoir un troisième mandat avec la clause 12 de la Constitution, ça pourrait... Donc, il fait son lit pour ça, là. C'est ce que ça me dit. Et c'est un enjeu qui attise aussi sa base MAGA énormément. Michel? Il y a 2 semaines, il était à Meet the Press et on lui a posé la question directement, est-ce que vous n'êtes pas obligé de respecter la Constitution? Il dit, je ne le sais pas. Ouais. La Constitution ne semble pas être très importante pour M. Trump, autant sur le droit du sol, qui est un amendement constitutionnel, que sur
plein d'autres choses. Alors, et là, on a la plus large majorité conservatrice qu'on a vue à la Cour suprême, certainement depuis un demi-siècle, et c'est encore pas assez bien pour lui. Alors, à un moment, et sur la question du droit du sol, c'est un amendement constitutionnel, c'est clair, c'est en noir, ça ne devrait pas se rendre en Cour suprême, c'est en noir et blanc dans la Constitution. Alors, à un moment donné, le respect de l'état de droit est vraiment en cause dans cette administration-là, puis ça, c'est très, très troublant. Une nouvelle qui nous tombe dessus de dernière heure, les États-Unis viennent de perdre leur cote AAA de Moody's. Donc, la cote, l'agence de notation Moody's fait perdre aux États-Unis sa cote de crédit AAA. C'était la dernière, semble-t-il, à maintenir cette cote AAA. Peut-être un rapide tour de table là-dessus. M. Trump se définit comme quelqu'un qui va stimuler l'économie américaine, d'être décoté, puis on voit quel débat ça fait au Québec. Ça fait quoi pour M. Trump politiquement? Tour de table, Raphaël, Catherine et Michel. Raphaël. Écoutez, ça tombe. Je vais me garder de quelques commentaires. Ce que je vais quand même dire, c'est qu'évidemment, d'un point de vue fiscal, alors que les républicains au Congrès ont toutes les misères, on l'a vu d'ailleurs cette semaine, à passer leur projet de loi qui viendrait baisser les impôts davantage, ça ne va pas leur faciliter la vie, cette histoire-là, de un, et de deux, sur le fond, de façon beaucoup plus élémentaire. La seule et unique chose qui empêche le système économique américain d'imploser depuis des années, c'est qu'il jouit de la devise de réserve de la planète, c'est-à-dire le dollar américain. Mais même ça, ça a peut-être des limites. Catherine? Je vais m'arrêter là. Oui, et puis d'ailleurs, le sentiment chez les consommateurs, la confiance a baissé encore une fois. On voyait ça ce matin. Donc, double mauvaise nouvelle pour M. Trump. Et avec le livre de Jake Tapper sur M. Biden et pourquoi il s'est lancé en politique, vous comprendrez que M. Biden va avoir le dos large à savoir pourquoi on est dans cette situation de décote-là. Ça va être la décote de Biden, probablement, dans l'esprit de M. Trump. Bien sûr. Michel, la décote, on le sait, là, ça fait en sorte que quand le gouvernement veut emprunter, ça lui coûte plus cher en termes de taux d'intérêt. Quel effet politique ça peut avoir, selon vous? Le danger, c'est une spirale de déficit. C'est ça qui est le problème. Et parce que les Américains, depuis plusieurs années, et surtout dans les administrations républicaines, c'est ça qui est le plus étonnant, ont dépensé comme jamais et n'ont pas fait attention au déficit. C'est comme, alors que normalement, c'est le credo de la droite de dire on ne veut pas avoir de déficit. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Et c'est sûr que la décote va faire très mal financièrement, parce que ils empruntent beaucoup, ça va coûter plus cher, mais aussi politiquement. Il y a juste M. Legault qui doit être content, il doit se respirer un petit peu mieux. Il doit se consoler en se comparant, en effet. Oui, exactement. Voilà. Raphaël, juste en terminant, parlez-moi de ce livre qui va paraître la semaine prochaine. Catherine y a fait allusion, là, le livre sur Joe Biden, écrit par 2 journalistes. On apprend, sauf erreur dans le livre, vous voyez la jaquette, que Joe Biden, à un certain moment, n'aurait pas reconnu George Clooney. Évidemment, ça soulève des questions sur ses capacités cognitives. Oui, pour ceux et celles, avec tout le respect, qui avaient encore des questions, qui avaient encore des doutes. Écoutez, il y a la question des révélations autour du président, autour de l'entourage du président, au sein du Parti démocrate, et très franchement, et je vais faire dans la nuance, c'est pas tout le monde dans les médias, mais auprès de certains acteurs importants dans le monde des médias, incluant, dans la plus grande ironie inimaginable, un des co-auteurs du livre, M. Tapper, auquel on reproche d'avoir fait partie du problème à un point tel où il a senti le besoin dans les dernières heures de carrément faire affaire avec une firme de gestion de crise, tellement sa réputation est mise à mal et il se fait ridiculiser. Mais pourquoi sa réputation est mise à mal? Bien, écoutez, c'est un petit peu... La meilleure image que je peux vous donner, Sébastien, et c'est très imageant, encore une fois, je le dis, là, c'est un petit peu comme si on publiait un livre d'enquête sur les crimes organisés au Québec et qu'on apprenait que c'était co-signé par Mom Boucher. Le type en question a contribué activement dans une entrevue après l'autre en ondes à CNN avant le débat de juin dernier, où là, ça devenait évidemment indéniable, même pour les plus ardents partisans démocrates, de noter qu'il y avait un sérieux problème pour ce qui est l'état de M. Biden, participer au problème, selon la perspective tout au moins de plusieurs critiques de l'ancien président. Donc, c'est royalement embarrassant pour bien des gens, cette histoire-là. Très bien. Donc, le livre sera publié la semaine prochaine, mardi prochain, je pense. Probablement que ça va faire jaser encore. Raphaël, Catherine et Michel C., merci beaucoup d'avoir été là. Bonne longue fin de semaine et à bientôt. Merci.